C'est la douche froide. Une véritable douche froide. Samedi soir à Geoffroy-Guichard, les Verts ont complètement raté leur retour en Ligue 1 à domicile, défaite 2-0 face au Havre. Je vais revenir longuement sur ce match, sur les enseignements qu'on doit en tirer, surtout sur l'alerte que nous avons les uns et les autres par rapport au niveau de cette équipe, sachant que le mercato se termine dans une semaine. Donc c'est très inquiétant ce que nous avons vu à la fois dans le contenu, il y a plein de choses, en fait rien n'allait dans ce match, ou quasiment rien n'allait. Et donc je suis un peu agacé, je fais ce débrief à froid et vous le savez, les débriefs à froid parfois sont un peu plus longs, donc prenez votre temps, installez-vous comme il faut, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais prenez votre temps parce que j'ai plein de choses à dire et je vais pas être extrêmement aimable. Je vais pas être aimable avec les joueurs, je vais pas être aimable non plus avec Odo. Oui, parce que j'ai des choses à dire sur Odo, sur ses choix d'hier soir, et des choses pas aimables non plus forcément pour les dirigeants, même si, et je le dis tout de suite, au bout de 2 journées, évidemment, on n'est pas en situation d'urgence absolue, d'alerte dramatique, etc. Mais quand même, il y a des points qui méritent notre attention, qui sont inquiétants. Et dans l'avant-match, j'avais dit que ce match face au Havre était très important et on l'a perdu. Et à la fois dans le contenu, à la fois dans l'intensité, à la fois dans le manque de réalisme. On a pêché sur plein de points. Et c'est ça qui est alertant. Et le niveau général de l'équipe qui pour moi pour le moment n'est pas une équipe de Ligue 1. En tout cas on n'a pas le niveau Ligue 1. Évidemment comme toujours tout au long de ce débrief, n'hésitez pas à réagir, à mettre vous aussi vos réactions en commentaire de cette vidéo. Ce qui fait la richesse de la chaîne évidemment ce sont les interactions, c'est les échanges que l'on peut avoir. J'ai mon analyse, c'est la mienne, encore une fois on peut ne pas être d'accord, on peut dire que je me trompe et je me trompe régulièrement, il n'y a aucun souci avec ça, mais ce qui est important aussi c'est que vous me fassiez partager votre analyse à vous les amis, sachant que encore une fois il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être le point positif, je vais commencer par ça, le point positif de ce match, de cette défaite, et c'est peut-être le seul point positif, c'est que cela va ouvrir les yeux à tout le monde, je pense, j'espère. En particulier les yeux du président Gazidis qui était dans les tribunes pour voir ce match, mais pas seulement, les yeux aussi des supporters, parce que c'est vrai qu'une partie des supporters, compte tenu de la montée en Ligue 1 qui était un peu inespérée, qui s'est accompagnée de la vente du club qui était là aussi inespérée, et de la vente en plus à des gens sérieux, ce qui était encore aussi inespéré. En fait on a une succession de bonnes nouvelles dans un laps de temps très court, et cette succession de bonnes nouvelles a fait que on était un peu sur un petit nuage et on avait tendance à voir un peu la vie en rose en quelque sorte. Mais oui, on avait tendance à se dire que tout allait bien, que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, et puis un début de mercato plutôt étonnant, on aurait envie de dire intéressant, avec des joueurs que personne ne connaît, on se dit mais pourquoi pas après tout, hey, c'est la data. Et là on a 2 journées de championnat, on a eu des matchs amicaux et on a une semaine de la fin du mercato et clairement on n'y est pas. On n'y est pas. Il faut dire les choses. Faut pas se cacher derrière son petit doigt. On n'y est pas. Voilà, on n'a pas l'équipe nécessaire pour assurer un maintien tranquille en Ligue 1. Et avant de faire le débrief du match, voilà, de reparler des actions, de ce qui nous manque, etc. J'attire quand même votre attention sur un point, c'est que comme on remonte de Ligue 2, comme le club vient d'être vendu, les supporters sont prêts à laisser du temps aux dirigeants. Moi, j'étais très frappé dans les discussions qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, mais pas seulement, du nombre de supporters qui ont pris la défense des nouveaux dirigeants. Quand il y avait un supporter ou deux qui émettait l'idée que, oui, le mercato, pour l'instant, il n'est pas satisfaisant, l'équipe, elle n'est pas meilleure que l'année dernière, etc. Il y en a beaucoup qui réagissaient en disant, mais attends, mais arrête, ils viennent d'arriver, il faut leur laisser le temps, c'est des gens sérieux, ils savent ce qu'ils font, il y a de la data, le projet de la SS, c'est d'investir sur des jeunes pour avoir le retour sur investissement dans quelques années. Donc, laissons le temps au projet de se mettre en place, ce qui fondamentalement est vrai. Mais simplement, le projet, là, au moment où on se parle, c'est d'abord et avant tout de rester en Ligue 1. C'est le maintien. Et finalement, les attentes des supporters stéphanois sont très faibles. Enfin, très faibles. On veut juste le maintien. C'est quand même, rien que ça déjà, je ne veux pas dire que c'est un miracle, mais on est Saint-Etienne, alors c'est vrai, on remonte de Ligue 2. Moi en tout cas, je ne demandais pas et je n'attendais pas parce que le club a été racheté par Kilmer et par Larry Tannenbaum, je ne souhaitais pas avoir une écurie dès la première année pour jouer le titre, ou même pour jouer les 3 premières places, jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. À aucun moment, je crois qu'il n'y a aucun supporter qui n'a émis cette idée ou qui n'avait cette attente-là. On n'est pas non plus, on reste raisonnable. On sait bien que
que c'est pas en l'espace d'une année que tu vas pouvoir passer de la Ligue 2 à la Ligue des Champions. Bon, il y a peut-être qui l'ont fait, mais en tout cas, c'est pas, même pas les attentes. Nous, ce qu'on veut juste, c'est le maintien tranquille. C'est juste assurer le maintien. Et donc, du coup, les attentes des supporters stéphanois sont globalement faibles. Quand on a des grands hommes d'affaires très riches qui rachètent des clubs, il y a des attentes qui sont très élevées. Et tout de suite, on se dit, il va tout de suite mettre beaucoup d'argent sur la table pour pouvoir faire une équipe très compétitive qui va pouvoir jouer le haut du tableau, etc. C'est même pas nos attentes. On n'attend même pas de jouer le haut du tableau. Le milieu de tableau, on serait déjà content. Moi, je serais content. Je pense que je serais content avec des victoires emblématiques. On gagne des derbies, etc. Moi, ça me va, ça me suffit. En étant au milieu de tableau, ça me suffit. Mais pour l'instant, avec ce qu'on a vu pendant les matchs amicaux, avec ce qu'on a vu face au Havre, on n'y est pas. On n'a pas cette équipe capable d'assurer un maintien en Ligue 1 tranquille. Ça, si on reste avec cette équipe, ça va être très difficile. Le mercato n'est pas terminé, mais ça va être très difficile. Que s'est-il passé face au Havre ? Ce qui s'est passé face au Havre, face à une équipe... Alors déjà, face au Havre, après la défaite face à Monaco, on avait dit oui, mais c'est une défaite à l'extérieur. Oui, mais c'est Monaco, ils jouent le haut du tableau. Oui, mais on a quand même vu de belles choses. Là, franchement, on n'a pas joué à l'extérieur, on a joué à domicile. Donc déjà, cet argument-là, il tombe. On n'a pas joué une équipe qui prétend jouer le haut du tableau, on a joué le Havre. Voilà. Et on a perdu. Et on n'a pas vu beaucoup de choses intéressantes. Donc tout ce qu'on avait pu dire après la défaite face à Monaco, pour se rassurer un peu, pour essayer de trouver des côtés positifs, en se disant tiens, on va pas râler dès la première journée. Tout ça, c'est tombé dès la deuxième journée. Clac. Voilà, c'est pour ça, douche froide en fait. C'est retour sur terre. On n'y est pas. Voilà. Et donc, j'espère que ça va ouvrir les yeux de tout le monde. Dans ce match, en réalité, en première mi-temps, une première mi-temps assez équilibrée. Il y a 2 occasions partout, à peu près. Il y a une frappe de loin du Havre qui est détournée par une belle horizontale de l'Arseneur. Puis après, également une tête quasiment à bout portant qui passe au-dessus. D'ailleurs, je ne sais pas comment il a fait pour mettre sa tête au-dessus. Je ne sais plus quel joueur qui a fait cette tête-là. Mais globalement, on a une tête d'un joueur du Havre qui passe au-dessus alors qu'ils étaient démarqués tout seuls devant l'Arseneur. Ils étaient 2 ou 3 de mémoire. Et puis, on a eu la frappe côté stéphanois de Cafaro qui vient toucher le haut de la transversale, voilà, et également la tête de Cafaro sur un centre de Nzouzi. D'ailleurs, sur cette action-là, alors attention, les yaka faucons quand t'es assis dans ton canapé, là, comme ça, c'est marrant parce qu'en re-regardant l'action, et j'avais eu ce sentiment en voyant l'action, quand tu la re-regardes plusieurs fois, tu te dis, mais en fait, la balle, il fait une tête. Cafaro, le centre est très bon, tendu, il est bien, et Cafaro décide de prendre le ballon de la tête. Et donc du coup il la met sur le gardien n'a pas eu un arrêt incroyable à faire et je pense qu'il pouvait la reprendre de volée. Alors c'était une volée acrobatique certes, mais je pense qu'il pouvait la reprendre de volée parce que d'abord c'était pas un ciseau retourné comme ça, le ballon arrivait sur le côté donc il pouvait la prendre comme ça. Je pense que ça aurait été peut-être plus dangereux. Alors facile à dire, attention, voilà, il y a qu'à Faucon encore une fois, mais je pense qu'avec une reprise de volée peut-être qu'il aurait été plus dangereux. Bref, une première mi-temps où les deux équipes se sont neutralisées, où on n'a pas vu grand chose en réalité dans cette première mi-temps, si ce n'est que côté stéphanois, on a vu que Nzouzi était en grande difficulté. Il a fait ce bon centre pour Cafaro, mais franchement, il était en grande difficulté. Je parlerai des joueurs tout dans la deuxième partie de ce débrief, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis en deuxième mi-temps, le tournant du match, c'est la 50e minute quand Amougou, sur un corner mal dégagé par les Havrais, frappe. Il est à peu près, je pense, à 8 mètres du but. Il est à la lutte avec un Havrais, donc il se précipite sur le ballon, il tape le ballon. Le ballon passe tout près du poteau gauche du gardien havrais. Et s'il la met au fond, c'est plus le même match en fait. C'est ça qui est un peu dur et un peu tragique dans le foot, c'est que si les Verts ouvrent le score à ce moment-là, les Havrais sont obligés de se découvrir et en contre, on est capable d'en mettre un deuxième, etc. Alors on va pas refaire le match avec Dessy parce qu'avec Dessy on reconstruit tout. Mais c'est une occasion incroyable, et j'en veux pas forcément à Amougou. Il a pas eu de chance parce que le ballon comme il rebondissait en fait, il a voulu le taper fort ce ballon et il a pas voulu le placer avec le plat du pied en quelque sorte. Il a voulu le taper fort. Et en fait, il l'a tapé un peu avec le tibia, j'ai l'impression. Et c'était entre le coup de pied et le tibia. Et forcément, si tu tapes avec le tibia, tu peux moins placer ton ballon, c'est sûr. C'est plus compliqué. Et là, ça passe à côté. Et derrière, on perd un ballon, bêtement. Apia, qui était rentré à la place de Nzouzi, commet une faute. À mon avis, il y a pénalty. Il tombe, mais il fait tomber le joueur havrais. Sur le pénalty, un petit accrochage entre l'Arseneur et le tireur de pénalty. Ça s'est un petit peu chambré, mais ça, c'était... on va dire que ça fait partie du sport. Mais je pense qu'il ne faudrait pas
pas que il tombe dans le piège de l'Arseneur des provocations comme ça, je pense, parce que sinon ça fait le jeu de nos adversaires. Et donc ça fait 1-0. Touré transforme le penalty en faisant pas une Panenka mais une petite cloche sur le côté pour provoquer un peu l'Arseneur, et ça fait 1-0. Et là évidemment c'est plus le même match, d'autant qu'on en prend un deuxième très rapidement, un but complètement idiot sur corner à la 67e, donc 10 minutes après c'est Sanganté qui reprend un corner de la tête. Ce qui m'énerve dans ce but-là, d'abord, c'est que Abdelhamid concède bêtement le corner. Il est comme ça. Il y a un joueur de Havre qui lui met la pression, mais je sais pas, il trébuche lui-même. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. Et donc le ballon sort en corner. Et puis sur le corner, le ballon passe sous le pied de Cafaro qui est au premier poteau. Jamais ce ballon doit rentrer. Et donc on prend 2 buts sur coup de pied arrêté. Et ça fait 2-0. Et là, le break est fait. Et les Verts vont courir après le score sans jamais trouver l'ouverture. Wadji est rentré. Il a fait une entrée intéressante. Ibrahima Wadji. Il a frappé une fois à côté. Il a centré fort devant le but. Holt n'a pas pu couper la trajectoire du ballon. Il y a Louis Mouton aussi qui a tiré de loin. On a eu des situations. Quand on regarde, et bien ça fait 2-0 à la fin. Quand on regarde les statistiques de ce match, les statistiques sont plutôt en faveur de la Saint-Etienne. 59% de possession, 457 passes côté stéphanois, 19 tirs côté stéphanois contre 14 côté havrais, et les tirs cadrés 5 partout. On ne doit pas perdre ce match. Et pourtant on le perd. Et c'est ça la Ligue 1 en fait. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que l'ossature de l'équipe, qui pour l'essentiel est l'ossature Ligue 2, quand tu reprends la composition en dehors d'Abdelhamid derrière, Benold qui n'était pas là l'année dernière, Amougou qui n'était même pas dans le groupe, et Davitashvili qui lui était en Ligue 2, Cafaro était en Ligue 2. Donc on a une équipe Ligue 2. Hier on aligne une équipe Ligue 2. Mais la différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est que ça va plus vite déjà, et on a vu que dans l'animation offensive on n'y était pas du tout, qu'il y avait beaucoup de déchets techniques. À un moment donné, je regardais Masson, mais en deuxième mi-temps, il faisait n'importe quoi, Masson. Mais il n'était pas le seul, hein, je ne jette pas la pierre à lui. Et que donc, comme ça va plus vite, si toi, techniquement, t'es pas juste, t'es dépassé en fait. Et on était dépassé. Donc techniquement, ça joue plus juste. Et si en plus de ça, tu fais pas preuve de réalisme, parce que quand t'as 19 tirs, t'en as 5 de cadrés, tu rates des occasions comme on en a raté, t'as pas le droit en Ligue 1. Ça ne pardonne pas en fait. C'est le haut niveau, le niveau français. Donc si tu fais ça, si t'es pas suffisamment réaliste devant le but, des matchs comme ça, on va en empiler. Hein. Faut marquer. Dans des matchs comme ça, on aurait dû marquer. Peut-être 2 buts. Cafaro, franchement, sur sa frappe, en première mi-temps, elle est très belle, elle frappe le haut de la transversale très bien. Mais alors après, punaise, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, il voulait refaire la même. En deuxième mi-temps, il a fait 4 ou 5 fois la même chose. Puis il se remet sur son pied droit et puis il tire. D'abord, les balles, elles étaient moins puissantes, les frappes, elles étaient moins réussies. Puis surtout, les adversaires, ils avaient compris. Hein. Ils se font avoir une fois, ils se font pas avoir 10 fois. Donc ça ne marchait pas, ce truc-là. Voilà, alors du côté des prestations individuelles, franchement, c'est quasiment le néant. Il y a Amougou qui a été intéressant dans l'entrejeu, peut-être un peu Benold. Après, pour le reste, honnêtement, pas grand chose à dire. Voilà, les autres performances sont très 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 faibles. Nzouzi très 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 faible. Je veux pas lui jeter la pierre, c'est un jeune joueur, mais bon, jeune joueur, il a 20 ans quand même. Hein. Il a pas 15 ans, il a pas 16 ans, hein. Il a 20 ans quand même. Bon, voilà. Et puis Davitashvili, Cafaro. Ouais, il aurait pu marquer, mais encore une fois, il a un peu trop forcé sur son truc-là. Sissoko, on l'a pas beaucoup vu. Masson, c'est lui qui fait la passe pour Cafaro quand il frappe, mais Masson s'est un peu délité au fil du match. Apia, il concède le penalty. Abdelhamid, c'est l'homme de base de Odo, et je vais en parler de Odo dans quelques instants. Moi, je suis pas très convaincu par Abdelhamid pour le moment. Franchement, à un moment donné, ça m'a frappé. C'était à la 66e minute, je crois. On le voit, il se relève. Il fait une grimace. Pourtant, il n'y a pas eu de choc, hein, mais on sent qu'il est épuisé. Abdelhamid, 38 ans. Bon, c'est l'homme de base de la défense. C'est un homme d'expérience, mais 38 ans. Voilà, Batu Bisinka. Bon, voilà. Et puis, alors, Tardieu. Bon, bref. Donc, en fait, on a une équipe Ligue 2 pour le moment. Voilà. Alors, après, quand on écoute Odo, et c'est pour ça que je veux dire un mot sur Odo, et après je finirai avec les dirigeants, les amis. Je vous ai prévenu, hein, c'est un débrief qui est long. Mais quand Odo dit « on a manqué de justesse technique, et notamment au milieu de terrain », dites-moi pas que c'est pas vrai. C'est pas possible. Non mais, alors, oui, manqué de justesse technique, on est d'accord. Mais enfin, tu mets Tardieu. Moi, j'ai rien contre Tardieu.
Tardieu, mais il a quel âge Tardieu? Il doit avoir 34 ou 35 ans, je sais même plus. Tardieu, c'est un très bon joueur en Ligue 2. Tu veux jouer la montée en Ligue 1, Tardieu, c'est le profil idéal. Joueur expérimenté, etc. En Ligue 2, ça va moins vite qu'en Ligue 1. Parfait. Je serai président de Guingamp, de Pau, de ce que tu veux. Un profil comme ça, franchement, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que c'est vraiment le profil type Ligue 2. Mais pas en Ligue 1. Pas en Ligue 1. Pas en Ligue 1. Ça va trop vite. Peut-être que le Tardieu d'il y a 5 ou 6 ans, quand il avait 28, 29 ans, peut-être que c'était bien, mais plus maintenant. Ça va trop vite. Et tu oses dire, quand tu es entraîneur de la Saint-Etienne, Odo, mais je l'aime beaucoup, Odo, hein, c'est lui qui nous a fait monter, c'est grâce à lui qu'on est monté. Mais là, franchement, moi je l'ai là. Hein. Tu oses dire, tu manques de justesse technique et tu laisses Bouchoirie dans les tribunes. Ah, Bouchoirie, je sais, Bouchoirie, il y en a plein qui me disent il a rien fait, etc. Mais sauf erreur de ma part, mais je me trompe peut-être, vérifier. Hein, vous pouvez checker en direct, je ne veux pas vérifier maintenant, puisque j'enregistre la vidéo. Mais il était quand même dans l'équipe type Ligue 2 il y a 2 ans. Bouchoirie. En fait, Bouchoirie, c'est un joueur qui a du ballon. Techniquement, il est très bon. Il est très bon techniquement, personne ne peut dire le contraire. Bien meilleur que Tardieu. Il a les jambes, il est jeune, il a une énergie, etc. Mais c'est toujours pareil. Un joueur, si vous voulez, il y a son niveau technique. Il y a 3 choses en fait qui déterminent les performances d'un joueur. Il y a son niveau technique, il y a son niveau physique, est-ce qu'il est prêt ou pas, et il y a le côté affectif. Est-ce que l'entraîneur arrive à le faire jouer ou pas? Je reprends l'exemple de Nadé. Nadé au placard avec Batlus. Nadé était l'homme de base l'année dernière. On en reparlera de Nadé. Pourquoi il n'est pas titulaire aujourd'hui? Et donc, à partir du moment où Benjamin Bouchoirie n'entre plus dans les plans de Odo, c'est difficile psychologiquement pour lui. D'autant que le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a fait jouer ailier gauche. Quand il rentrait à la place de Cafaro. C'est pas son poste. Il est milieu défensif, Benjamin Bouchoirie. Et c'est justement là qu'on a un problème. On a un international marocain qui est hyper prometteur. Tu le mets au placard, tu veux le pousser vers dehors, et tu mets Tardieu à la place, et Fomba dans le groupe, et pas Bouchoirie. Mais ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Je suis désolé de le dire, ça ne tient pas la route. Après, moi j'adorerais voir Bouchoirie avec Amougou. Hein. Tous les deux là. C'est des joueurs qui se rendent disponibles. C'est des joueurs qui se rendent disponibles. Ils ont une bonne vitesse d'exécution, ils ont une bonne vision du jeu. Tous les deux côte à côte, franchement, j'aimerais bien les voir jouer. Mais Odo ne le fera pas. Si Odo le fait rentrer, on va voir s'il part avant la fin du mercato. Mais si Odo le fait rentrer dans son 11 de départ et qu'il brille, il est obligé de se déjuger. Ça marche pas comme ça un entraîneur. Soit il croit en toi, il te fait jouer, soit il croit pas en toi et t'es grillé. C'est ça le problème en fait. Et c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Après certains, j'ai vu ça aussi sur les réseaux sociaux, etc. Ils disent mais t'as vu les stats de Bouchoirie, il fait pas de passe décisive, il marque pas de but. C'est pas son boulot. Il a marqué combien de buts Didier Deschamps avec l'équipe de France? Il a fait combien de passes décisives? Est-ce qu'on attendait de Didier Deschamps en équipe de France qu'il soit buteur et passeur? C'était pas son boulot. Le boulot d'un milieu défensif, c'est de relancer le jeu, c'est pas d'être devant le but. Alors de temps en temps, oui, il peut marquer, il peut faire une passe décisive, mais c'est pas son rôle au départ. C'est le rôle des ailiers, c'est le rôle des milieux offensifs. Le milieu défensif, lui, il fait le lien entre la défense et justement les autres. Mais c'est pas lui qui fait la dernière passe. Ça peut arriver de temps en temps. Donc cette histoire de regarder ses stats, ça tient pas la route en fait. Ça tient pas la route. Est-ce que Blaise Matuidi, à Paris, a marqué 45 buts et fait 35 passes décisives? Il a joué combien de temps à Paris? J'ai pas regardé ses stats, mais j'ai pas le souvenir que Blaise, il en a marqué quelques-uns des buts. Hein. Mais si en 5 ans, 6 ans, 7 ans, il a marqué 3, 4, 5 buts, il faudrait que je regarde honnêtement, peut-être que je dis des bêtises. Mais j'ai pas le souvenir que Blaise Matuidi passait son temps à marquer des buts et à faire des passes décisives. Mais c'est pas le rôle d'un milieu récupérateur. Donc je comprends pas, Odo. T'as un super joueur technique, etc. Tu le fais pas jouer. Et à la place, tu mets Tardieu qui a 65 ans. Ah oui, bah forcément, je suis énervé, donc je suis dans la caricature. Hein. C'est comme ça m'énerve. C'est en train de m'énerver le truc. Voilà. Donc Odo, faut se ressaisir. Et mettre Nzouzi à droite, c'est pas lui rendre service. Alors elle a expliqué que Apia pouvait pas tenir 90 minutes. Mais tu mets Nadé à ce moment-là. Michael Nadé, il a déjà joué latéral, sauf erreur de ma part. Je me trompe peut-être encore. Peut-être que je dis que des bêtises dans ce débrief. C'est possible. Hein. Vous me le dites. Hein. Puis voilà. Et puis ce sera très bien. Mais tu mets Michael Nadé à ce moment-là. Voilà. Si Apia est hors de forme physiquement, tu mets Nadé. Non mais... ça va pas du tout. Bon, donc Odo, faut se ressaisir, quoi. Faut vraiment se ressaisir. Hein. Faut faire quelque chose. Hein. Les dirigeants. Gazidis. Je termine avec eux. Le meilleur pour la fin. Franchement,
ce que je vais dire là ne remet pas en cause le fait que je pense toujours que c'était très bien que le club soit vendu et que ces repreneurs-là sont les bons repreneurs. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de remettre tout en cause. Je constate simplement qu'à une semaine du mercato, alors que ça fait 3 mois qu'ils sont propriétaires du club, ou 2 mois et demi, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt du tout. Mais pas du tout, du tout. Alors, là aussi, je me suis vu objecter plusieurs fois le fait que il fallait attendre, qu'on avait le temps, que tant que le mercato n'était pas terminé, on ne pouvait pas porter de jugement. C'est vrai. Le seul problème, c'est que si hier, Ivan Gazidis s'est rendu compte que l'équipe n'était pas du tout au niveau et qu'il faut racheter... Alors, Odo a dit 2 joueurs. À mon avis, c'est 3 ou 4. Il faut racheter 3 ou 4 joueurs, 2 ou 3 ou 4 joueurs en 6 jours, mais on va retomber dans nos travers du passé, hein. Le panic buy, c'est trouvez-moi quelqu'un, on achète quelqu'un juste, vous savez, le dernier jour à minuit, vous savez, c'est Ignacio Ramirez, on fait signer un mec, on ne sait pas d'où il vient, clac. En général, ça marche pas très bien ce truc-là. C'est ça qui m'alerte, moi. C'est que trouver autant de joueurs niveau Ligue 1, ça m'alerte. C'était bien parti pourtant. Bien parti parce que quand tu recrutes des mecs que tu connais pas, il y a un côté sympathique. Tu recrutes un mec d'Autriche, un autre de Serbie, un autre de Nouvelle-Zélande, tu te dis putain, on va découvrir des nouveaux joueurs, c'est sympa. Pourquoi pas quoi. Mais tu construis pas une équipe de Ligue 1 avec ça, hein. Ce sont des paris sur l'avenir, ce sont des investissements futurs. Mais là, l'urgence, c'est de se maintenir en Ligue 1. Donc, il faut des mecs, des joueurs de Ligue 1. On les a pas, hein. On n'a pas de joueurs de Ligue 1, très peu. Abdelhamid, je suis désolé, tu peux pas construire une équipe avec des joueurs de plus de 35 ans. Abdelhamid, j'imagine, moi je me souviens très bien, c'est un très très bon défenseur, bonne intelligence de jeu, je pense très bon état d'esprit aussi. On sent que sur le terrain, physiquement, on voit que c'est un patron, donc le fait qu'il soit capitaine, c'est pas tellement une surprise. Il incarne ça en fait. Mais 38 ans, je suis désolé. Le foot va tellement vite aujourd'hui, à 38 ans, sauf cas très 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 exceptionnels, de joueurs qui ont une hygiène de vie incroyable, qui ont des capacités physiques très au-dessus de la norme, à 38 ans, tu peux pas être titulaire en permanence dans une équipe de Ligue 1, à mon avis. Et moi j'ai vu hier, quand il concède le corner, je ne vais pas dire que c'est un manque de lucidité, alors c'est peut-être pas de chance, hein. Voilà, ça peut arriver. Mais vous savez, des trucs comme ça, manque de lucidité, j'ai vu que les 20 dernières minutes, c'était dur. Et donc, du coup, voilà, tu recrutes un mec gratuitement, 38 ans, tu fais des recrues où tu as déjà mis 12 millions ou 13 millions d'euros sur des joueurs qui sont des paris. Ils n'ont jamais joué au niveau Ligue 1. Boakier, je ne sais pas ce qu'il va donner. Hier, bon, difficile de se faire une opinion sur aussi peu de temps. Benol, c'est pas mal. Davitashvili, c'est la grosse déception pour l'instant. 2 fois titulaire, 2 fois transparent. Là, j'avais fait une vidéo en disant Zurico Davitashvili, très intéressant pour le match amical. Et là, il y a des supporters bordelais qui m'avaient mis en garde. Il faut toujours écouter les supporters. M'avait dit Flavien dans les commentaires, m'avait dit Flavien, attention, Zurico nous a fait le même coup à Bordeaux, les premiers matchs, il a été brillant et tout ça, et il est complètement inconstant. Ah bah oui, j'ai compris, hein. 6 millions d'euros ou 5 millions d'euros pour Zurico Davitashvili. Bah alors, en plus, à une semaine ou 15 jours que le club soit complètement relégué. Bon, je dis pas qu'on a jeté l'argent par les fenêtres. Ça aurait sauvé Bordeaux. On aurait attendu 15 jours, je pense qu'on le faisait signer gratuitement. Mais ces 6 millions auraient sauvé Bordeaux. On se serait dit, bon, bah, au moins, on a contribué à sauver un grand club du foot français. Vous voyez ce que je veux dire? On a versé 6 millions d'euros. Enfin, ça ne servait à rien, en fait, hein. Bordeaux est en National 2. Donc là, quand on me dit, ouais, les dirigeants veulent pas jeter l'argent par les fenêtres, là, pour le coup, je dis pas que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Mais Zurico Davitashvili, 5 ou 6 millions d'euros, franchement, il va falloir qu'ils mettent des buts quand même pour amortir tout ça. Hein, parce que c'est un gros transfert pour Saint-Etienne. Donc on a déjà dépensé 12 millions et on ne s'est pas renforcé en fait. On fera le bilan, encore une fois, je vous ai promis que je ferai une vidéo bilan mercato de l'AS Saint-Etienne, mais je la ferai. Mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et ce qui m'inquiète, au-delà du fait qu'il ne reste plus que quelques heures pour pouvoir finir le mercato, c'est ce que j'entends sur les explications de pourquoi ils ne signent pas certains joueurs. Trop cher. Cardona, trop cher. J'ai vu plein de trucs sur Cardona. Ouais, il n'a pas le niveau Ligue 1. Il n'a pas le niveau Ligue 1, mais hier, Cardona, il était meilleur que Davitashvili, meilleur que 85% ou 90% de l'équipe hier soir. Hein. Cardona, pas de niveau Ligue 1. On verra ce qu'il donne en Liga espagnole. Hein. Oui, ce qui a bloqué, c'est son salaire. Ah bon?
Je crois qu'il touchait 130 000 euros par mois à Augsbourg. Mais attendez, on va se mettre d'accord tout de suite. Hein. Si les dirigeants considèrent que 100 000 ou 130 000 euros par mois pour un joueur de l'AS Saint-Etienne, c'est trop, et que donc du coup on recrute Pierre Cornu, j'ai rien contre lui, je le connais pas, je sais pas quel est son niveau, etc. Lui, c'est 350 000 euros par an. Donc c'est 30 000 euros par mois, brut. Très bien. Mais si on recrute des joueurs à 30 000 euros par mois brut, on recrute des joueurs Ligue 2. 30 000 euros par mois, c'est des salaires de bons joueurs de Ligue 2. Un bon joueur de Ligue 1, il est à 100 000, hein. 100, 150 000. Je ne parle même pas du top en haut. Hein. Le top en haut, ils sont à 300, 400 000. Cazerie, souvenez-vous, il était à 250 000, je crois. Bout 200 000, c'était trop. C'était trop. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut recruter des joueurs à 300 000. Je ne suis pas en train de dire ça. Hein. Je dis juste qu'en Ligue 1, si tu veux des joueurs de Ligue 1, des bons joueurs de Ligue 1, qui ont entre 25 et 30 ans, expérimentés, qui vont t'apporter quelque chose, qui vont t'apporter de la solidité, notamment au milieu de terrain, ah ben oui, c'est 100 ou 150 000. Hein. Parce que si tu recrutes à 30 000, tu recrutes des joueurs de Ligue 2. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Le projet. Oui, le projet. Mais le projet, c'est déjà de se maintenir en Ligue 1. Or, pour l'instant, tu as une équipe Ligue 2. Donc il va falloir mettre un peu d'argent sur la table. Quand Ballo-Touré, moi, encore une fois, je suis surpris de ce que je peux lire. Je ne sais pas si c'est vrai tout ce que je peux lire. Mais il était prêt à diviser son salaire par 2. Je ne sais pas si c'est vrai. Pour venir à Saint-Etienne, trop cher. Là, Saint-Etienne voulait encore plus d'efforts financiers. Même si t'attends qu'un mec qui a joué au Milan AC vienne pour 30 000 euros par mois, tu vas attendre longtemps. Hein. On me dit, Ballo-Touré, ouais, il jouait pas depuis longtemps, machin. Oui, d'accord, mais Milan AC, Monaco, Milan AC. Des joueurs comme ça, c'est des gars solides. Comprenez ? C'est des gars qui ont été confrontés au très très haut niveau, dans des très grands clubs. Ça apporte. Ça apporte sur le terrain. Ça apporte l'expérience. Ça apporte la maturité. Ça apporte l'aisance technique dont on a besoin. On n'y est pas. On n'y est pas du tout, les amis. On en est très très loin. Alors c'est pas l'alerte générale, c'est l'inquiétude quand même, la douche froide puis l'inquiétude. On va voir ce qui se passe cette semaine, mais si on fait pas des recrutements de vrais joueurs de Ligue 1, des gars de bon niveau qui viennent pas de championnats que personne ne connaît et qui ne sont pas de vrais renforts, on se prépare à une saison difficile hein, quand même. Hein. Faut pas se raconter d'histoire. Hein. Si t'es pas capable de battre le Havre à domicile, c'est pas Paris Saint-Germain que tu vas battre à domicile. Hein. Je parle même pas des matchs à l'extérieur. Le match face à Brest, ça va être compliqué quand même. Hein. On est d'accord quand on se dit ça. Même s'ils ont coulé face à Marseille, ça va être compliqué. Hein. C'est la Ligue 1. Hein. C'est la Ligue 1. Et pour l'instant, sur le terrain, on n'a que des joueurs Ligue 2, les amis. Voilà. Donc c'est un petit peu énervé. Vous voyez, vous le sentez, je suis un peu énervé. Je sais pas combien de temps dure ce débrief. Je suis désolé. Mais voilà, c'est le débrief à froid. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. On va essayer de se faire un carton rouge le mag avec les copains qui étaient au stade d'ailleurs et qui sont revenus sonner, m'ont-ils dit, de ce qu'ils ont vu au stade. Parce qu'évidemment, il y a le match que tu regardes à la télé, puis il y a ce que tu vois sur le terrain, tu vois d'autres choses quand tu es au stade, tu vois les choses différemment. Et ils sont revenus sonner, c'est le mot qui est revenu, Franck, Thomas, etc. On est sonné, abasourdi aussi, j'ai vu abasourdi. Et donc pour terminer sur une note positive, j'espère simplement que ça va réveiller donc les dirigeants de la Saint-Etienne qui vont voir, qui ont vu hier de leurs propres yeux le décalage entre ce que demande la Ligue 1, n'était que face au Havre, et le niveau de l'équipe. Ce qui est un petit peu, alors je vais pas dire inquiétant malgré tout, c'est que quand on lit l'équipe ce matin, on sait que Gazidis s'est envolé pour New York dimanche matin, pendant que Usfani et Jason Ransfeld, ces deux bras droits, sont rentrés l'un à Londres et l'autre à Chicago. Donc, quand tu diriges un club, il y en a un qui est à New York, l'autre à Londres, l'autre à Chicago, et que tu es dans la dernière semaine du mercato, tu vois, moi je les imaginais plus dans un bureau, parce que les visios c'est bien, mais voilà, dans un bureau en train de discuter tous les trois, qu'est-ce qu'on fait, on y va, tu vois, pour les quelques dernières heures, peut-être qu'ils vont revenir à Saint-Etienne pour régler tout ça, mais à un moment donné, il faut aussi que les dirigeants soient sur place. Parce que voilà, quand tu es dirigeant d'un club, alors c'est peut-être une autre façon de faire, je sais pas, il y a la data, on recrute des joueurs sur la data et on gère à distance via visio. Bon, bref, on va voir. La semaine qui arrive est cruciale, les amis. Voilà, c'est le mot de la fin, c'est crucial. On va voir ce qui se passe. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, de vos proches et puis allez les Verts, ciao.